Bienvenue à tous. Autant de personnes à Chastré, même en virtuel, me fait beaucoup plaisir. C'est bien pour notre petite commune rurale. Le changement climatique est un sujet qui nous interpelle fortement à Chastré et sur la communauté de communes du massif du Sancy. Pour l'avenir de la station de ski, la neige, qui se fait de plus en plus rare, pour les agriculteurs et les sécheresses à répétition, la ressource en herbe, pour l'eau qui se raréfie dans certaines communes voisines. Je suis satisfait que la réserve se soit saisie de cette thématique pour nous sensibiliser, pour nous aider à réfléchir à l'avenir. Notre avenir à Chastré est basé sur la poursuite de l'activité agricole qui structure notre vie sociale et économique de nos paysages. La poursuite aussi de la station de ski de Chastré. Nous réfléchissons beaucoup au développement du tourisme 4 saisons avec la multi-activité est une entrée nature importante. Cette entrée nature, nous souhaitons la développer par exemple en 2021. Nous allons tester la mise en place d'un air bivouac à la station de Chastré-Sancy. Je ne vais pas être plus long. Je remercie le président Lionel Chaumin, son directeur et toute l'équipe de la maison de la réserve de Chastré-Sancy qui sont à l'origine de cette vision. Je vous souhaite une bonne conférence à tous et je passe la parole à Thierry Leroy. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, bienvenue à la conférence Tous sensibles face au changement climatique, qui est organisée par le syndicat mixte du Parc des Volcans d'Auvergne et par la réserve naturelle. Donc, le syndicat mixte du Parc des Volcans d'Auvergne est gestionnaire de la réserve naturelle de Chastré-Sancy. Et moi, je suis donc Thierry Leroy, le conservateur de la réserve, donc agent du Parc des Volcans. Donc, le changement climatique est un sujet de préoccupation du Parc des Volcans depuis de nombreuses années. En gros, depuis 2015, enfin les premiers éléments datent de 2015 et 2018, où deux études sur la caractérisation et l'historique récent du changement climatique ont été éditées par le parc, par Frédéric Serre, un géographe climatologue local. Et ces deux études ont permis d'obtenir des données scientifiques et objectives de l'évolution du climat récent, et ainsi de prouver que le changement climatique avait bien lieu sur le territoire du parc, et en particulier sur le Sancy. Donc le territoire du Sancy ne sera pas épargné par le changement climatique, et cette conférence va nous le rappeler. Le parc avait mené d'autres actions sur cette thématique, du changement climatique. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais peut-être les principales. C'est notamment de favoriser des démarches d'atténuation, donc d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier CO2, en faisant la promotion des économies d'énergie. On pense au covoiturage, aux mobilités douces. Le Parc des Volcans a aussi créé et animé un groupe de travail sur l'avenir des activités de loisirs neige, en particulier face au changement climatique, et ce, surtout sur les monts du Cantal, avec la station du Laurent. Et aussi un autre exemple intéressant, une autre action intéressante, c'est celle de notre réserve naturelle voisine, la vallée de Chaudefour, qui a créé un observatoire des changements climatiques pour étudier les impacts sur la faune et la flore. Et puisque la réserve va fêter ses 30 ans d'âge cette année, il y aura toute une série de conférences cette année autour des 30 ans de la réserve de Chaudefour, et du coup des longues durées d'observation faune-flore, et donc des preuves du changement climatique sur les compositions faunistiques et floristiques. Et puis du coup, il y a ce travail mené sur la réserve naturelle de Chastré-Sancy, le LIFE NatureAdapt. Donc en quelques mots, ce LIFE, c'est un vaste programme européen, des financements européens, qui a été initié en 2018 et qui va se dérouler sur 5 années. Donc on a déjà passé 3 années. L'objectif de ce LIFE est d'adapter la gestion des espaces protégés aux enjeux du changement climatique. Il est coordonné au niveau national par Réserve naturelle de France avec 10 autres partenaires, dont le Muséum, par exemple, de Paris, dont la LPO, etc. Et puis en 2019 et 2020, en fait, il y a eu une phase de test et la réserve de Chastré
avec 5 autres sites en France, ont testé, ont élaboré un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique et un plan d'adaptation. C'est l'objet en fait de cette conférence de ce soir, donc la restitution des résultats locaux de Chastret. Donc en janvier 2020, on avait fait une conférence de lancement ici à Chastret. À l'époque, c'était avant le confinement, hein, c'était le monde d'avant. On avait fait une belle conférence, on peut le dire, hein, 160 personnes dans la petite salle des fêtes de Chastret, donc c'était assez super et enfin, tout le monde avait été très, très satisfait. Donc, on a eu cette conférence de lancement en janvier 2020. Sur l'année 2020, donc on avait prévu pas mal d'animations en local, de concertation, etc. Donc, tout ça a été chamboulé dans le cadre de la crise sanitaire, évidemment. Et là, cette visioconférence d'aujourd'hui suit celle d'ailleurs de vendredi. Hein. Vendredi 30 avril, on a fait une conférence, une visioconférence où il y avait déjà à peu près une soixantaine de participants. Vous êtes aujourd'hui 62 hein, pour 90 inscrits. Et donc, cette visioconférence là de ce soir, c'est une visio de restitution du travail qui a été menée pendant 24 mois par Iris Lochon, chargée de mission au Parc des Volcans, donc sur cette thématique du changement climatique sur la réserve naturelle de Chastret-Sancy et en lien avec le Life Nature Adapt. Donc, c'est Iris qui va vous présenter et animer cette visioconférence qui se partage en deux. Elle va revenir hein, sur le déroulé, plus précisément. Mais il y aura deux temps, principalement deux temps. Un temps de présentation des résultats donc, du Life Nature Adapt sur la réserve naturelle de Chastret-Sancy, d'environ 40 minutes, et un deuxième temps de 40 minutes de discussion. Donc, on a prévu un temps un peu grand de discussion, échange, débat et puis réponse à vos questions. Ça nous paraissait important de continuer d'être dans ces dynamiques de discussion et d'échange. Voilà, donc je vous passe la parole à Iris pour environ 40 minutes. N'hésitez pas à intervenir sur le chat, à poser vos questions sur le chat. Nos deux collègues, donc Camille et Amanda de la réserve de Chastret. Donc Camille s'occupe des aspects logistiques, donc c'est un petit peu l'agent caché de la visio. Et Amanda, en fait, gère le chat, les questions. Voilà. Donc, je passe la parole à Iris. Merci Thierry. Alors, donc, oui, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais Thierry m'a présenté, donc chargée de mission pour le Life Nature Adapt au Parc des Volcans d'Auvergne. Et donc, pour vous remettre effectivement le contexte avec la situation sanitaire, forcément, c'est une petite frustration d'être en visioconférence, mais on avait initialement prévu de faire 6 dates, et donc je tiens ici à remercier et à citer les partenaires avec qui on avait prévu de faire des conférences en présentiel. Donc, on a pu faire la visioconférence en partenariat avec le CPUE Clermont-Dôme vendredi dernier. Et sinon, les autres dates étaient prévues. Ce soir, on aurait dû être à la Tour d'Auvergne, dans la salle des fêtes. Plus tard, on aurait été au Chalet du Sancy et au Mont d'Or, au Muséum Henri Lecoq à Clermont-Ferrand. Et puis enfin, on devait aller dans les cinémas communaux de Murat pour toucher aussi le territoire du Cantal et le cinéma de Besse. Donc, on vous a posé une première petite question pour lancer cette visioconférence. Dans le chat, normalement, vous avez pu accéder à un petit sondage pour mettre un petit peu d'interactivité malgré le virtuel et voir un petit peu depuis où vous êtes connectés. Donc, je vais essayer de vous partager. Vous êtes plus de 32 à avoir répondu déjà à ce petit sondage. Je peux laisser Amanda peut-être relancer le lien. N'hésitez pas à cliquer. Il suffit d'ouvrir la discussion pour cliquer sur ce lien et je vais vous partager les résultats de suite. Alors voilà, normalement, vous voyez cette petite carte. Donc, vous êtes assez nombreux. Ah, on a quand même des gens du Cantal, des gens peut-être en dehors de l'Auvergne, effectivement, qui ont trouvé la petite carte de France pour se localiser. Là, vous êtes 35, effectivement, à avoir répondu. Donc voilà, on a 5 personnes à peu près du Cantal. Sinon, on est beaucoup sur le Puy-de-Dôme. Et puis, je pense qu'on ne voit même plus, mais sur la carte, on avait situé la réserve de Chastret-Sancy. Mais donc, vous devez être nombreux pas très loin de nous. Nous, on est à la maison de la réserve aujourd'hui. Voilà, vous êtes 39, ça se remplit. Hein. Je vois que vous avez tous trouvé un petit peu aussi, ceux qui ne sont pas en Auvergne, la petite carte.
Voilà. Alors, merci pour cette petite participation. Et puis, je vais vous repartager mon écran. Alors, je sais qu'il faut... Hop là. La technique. Ça arrive. Voilà. Donc, comme l'a dit Thierry, on va faire un premier temps qui sera le temps de la présentation. Donc, on va revenir sur la réalité, sur le changement global rapidement. Je vais vous proposer quelques petits rappels ou des notions peut-être que vous n'avez pas en tête. Et puis après, on passera sur les évolutions climatiques. On reviendra très précisément dans le Sensi. Ensuite, on abordera les impacts observés et ou pressentis. Vous verrez que ce n'est pas si évident de mettre en évidence des impacts sur le changement climatique, même au sein des réserves. Et puis par la suite, on abordera les pistes d'adaptation pour la réserve. Et donc enfin, on aura ce temps assez long d'échange de vive voix. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pourrez à ce moment-là activer votre micro et votre caméra. Et sinon, au fil de la présentation, vous pouvez déjà accéder au chat à la discussion pour poser vos questions écrites. N'hésitez pas à les poser au fil de la présentation. Donc, tout d'abord, la réalité sur le changement global, sur le changement climatique. Vous êtes tous familiers avec le fait qu'autour de la Terre, on a finalement différents temps. Et par temps, j'entends des températures différentes, de la pluviométrie différente, un ensoleillement qui peut être aussi différent et différentes formes, différents vents plus ou moins intenses. Et finalement, en fait, ces différents temps sont liés à des caractéristiques de l'atmosphère qui peuvent varier à ces différents points du globe. Mais pas que l'atmosphère, en fait. Ça dépend aussi de l'hydrosphère, qui est tout ce qui compose les cours d'eau, les océans, les lacs, toute l'eau liquide, mais aussi la cryosphère. Là, on parle de tout ce qui est neige, glace, ou encore aussi la lithosphère. Là, c'est le relief, les volcans, la topographie qui vont influencer aussi le climat, le temps qu'on peut avoir à différents endroits. Et enfin, la biosphère, donc tous les organismes vivants. Et finalement, ces différentes caractéristiques, ces différentes composantes, ces 5 composantes, constituent le système climatique. Donc, ce système climatique, il a une seule source d'énergie principale à l'extérieur, c'est le soleil. Et donc, il y a ce rayonnement, cette énergie qui rentre dans ce système climatique et qui fait qu'on a ces différentes interactions qui donnent différents temps sur le globe. Une partie du rayonnement, une partie de l'énergie du soleil va être renvoyée dans l'espace. Et il se trouve, vous avez tous déjà entendu parler des gaz à effet de serre, il se trouve qu'il y a une couche dans l'atmosphère qui est composée notamment de ces gaz à effet de serre et qui va les retenir, les rediriger en partie vers ce système climatique, vers la Terre. Cet effet de serre est très important pour la vie sur Terre, puisqu'en fait, si on n'avait absolument pas d'effet de serre, on aurait un globe qui serait plutôt à une température de moins 18 degrés. Donc, ça a été quelque chose de très important pour l'apparition de la vie aussi, notamment d'avoir cet effet de serre. Et donc, vous avez vu, il y a une partie aussi qui, quand même, s'échappe vers l'espace à nouveau. Et donc, pour caractériser un petit peu ces différents temps sur le globe, finalement, a émergé 2 sciences. On a la météorologie et la climatologie. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les différences entre ces 2 sciences. La météo, vous êtes plutôt familier avec cette notion-là, c'est le temps en un lieu donné, à un instant donné. Donc là, je vous ai mis une carte, par exemple, où on peut dire actuellement, nous, à Chastres-Sensi, à 18h24, il fait plutôt gris et on a beaucoup de vent. Et on peut vous donner, voilà, comme ça, les différentes caractéristiques, une dizaine de degrés. Ça, c'est vraiment la météo, c'est en un instant donné, à un lieu donné. Alors que le climat, en fait, c'est un temps moyen dans un lieu. L'Organisation mondiale de la météorologie donne un minimum de 30 ans pour caractériser un climat. Et vous savez, d'une année sur l'autre, on a une météo qui va être changeante. Donc, c'est pour ça qu'il faut ces 30 années pour englober la variabilité interannuelle de la météo. Donc là, je vous ai présenté, par exemple, une carte des différents climats de France, où vous pouvez retrouver Clermont-Ferrand, qui est vraiment à la limite entre un climat de montagne ou sous influence de montagne et un climat océanique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, cette machine climatique, elle a fait que depuis la création de la Terre, le climat a toujours fluctué. On a en effet connu, là vous avez un graphe qui va vous représenter la température sur le globe, avec le 0 qui est en fait la température
moyenne entre les années 1960 et 1990. Et vous voyez qu'il y a eu des périodes plus chaudes et il y a aussi eu des périodes plus froides qu'actuellement. Ça, c'est une réalité. Effectivement, le climat a toujours fluctué. Après, si on se rapproche un petit peu de nous, on a la période du Quaternaire, entre 2,6 milliards d'années jusqu'à nos jours. Et cette période-là, en fait, elle est caractérisée. Alors, il y a des changements d'échelle dans cette figure, mais si vous voyez, ça serait vraiment des cycles qu'on a fréquemment. Et en fait, ça alterne des périodes de glaciation, qui sont des périodes froides, et des périodes plus chaudes, qui sont les interglaciaires, comme on se trouve actuellement. Et ces périodes alternaient à peu près tous les 100 000 ans. Nous, on se trouvait actuellement sur une interglaciaire, donc avec un climat qui avait tendance à se réchauffer. Ce qui se distingue actuellement, c'est que le changement se fait d'autant plus rapidement et d'autant plus important. Il est très important, avec une intensité assez forte. Et puis aussi, il y a son origine qui va varier, qui change par rapport à d'autres changements climatiques qu'on a pu avoir par le passé sur la Terre, et je vous en reparlerai. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des conditions actuellement qui changent, avec une vitesse et une intensité importantes, et c'est des conditions que finalement notre espèce, nos civilisations, notre espèce de singe qui est arrivé il y a 300 milliers d'années, n'a jamais connu. Vous voyez là, les projections vont monter et sortir de ce cadre-là, n'ont jamais connu ces températures-là. Donc maintenant, pour aborder l'histoire de l'origine, je vais vous présenter une étude scientifique qui a repris, donc là vous avez un graphique avec des variations de température depuis les années 1880 jusqu'à à peu près 2010, et vous avez les observations avec les outils de mesure précis, la variation de la température sur cette période-là, sur le globe. Et cette étude a voulu essayer de distinguer les différentes causes qui pourraient expliquer cette variation de température. Si on prend les différents paramètres, les facteurs naturels, comme le volcanisme, l'activité solaire ou des variations dans l'orbite de la Terre, ces paramètres-là sont des paramètres qui peuvent expliquer des variations de température. Donc, ils ont essayé de prendre en compte ces phénomènes-là. Et si on les prend chacun en compte, vous voyez, c'est la courbe rouge pour le volcanisme, jaune pour l'activité solaire ou bleu pour l'orbite. On a des choses qui ne sont pas tout à fait raccord avec les observations. Si on agglomère ces trois facteurs naturels, voilà ce qu'on a. Et ça n'explique pas vraiment la variation des températures. Après, ils ont fait le même travail avec les facteurs anthropiques. Et il se trouve que si on regarde les gaz à effet de serre, l'ozone, l'usage des sols ou les émissions aussi d'aérosols, on a ces courbes-là. Donc, vous constatez que l'usage des sols ou les aérosols vont avoir tendance dans les dernières années plutôt à refroidir le climat, alors que l'ozone et les gaz à effet de serre, vous voyez, ont vraiment cette tendance à aller vers le haut et donc à augmenter la température de la planète. Et on se rend compte que c'est vraiment cette courbe des gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, ces différents gaz qui ont ce pouvoir réchauffant de l'atmosphère qui explique le mieux finalement les observations. Si on regroupe voilà, les facteurs humains, on se retrouve sur quelque chose de très proche par rapport aux observations. Et là, je vous remets les facteurs naturels. Si on essaye de mettre les deux ensemble, vous vous rendez compte que sur les dernières années où les mesures étaient le plus précises aussi en termes de variation de température, on explique assez bien ces variations de température du globe. Et donc, il y a un vrai consensus scientifique sur la responsabilité de notre espèce par rapport à ce changement climatique. C'est indéniable. Voilà pour des choses un peu plus globales. On va revenir sur le Sancy plus précisément. Donc là, c'est un graphe qui va vous présenter les évolutions des températures au Mont d'Or. Je vous ai dit qu'il fallait des longues périodes pour mesurer le climat, 30 ans minimum. Et donc, pour mettre en évidence un changement climatique, le mieux, c'est d'avoir au moins 2 périodes de 30 ans. Au Mont d'Or, on a la chance d'avoir une station météo qui est en place depuis 1950 et qui est assez fiable, qui est jugée fiable par Météo France pour voilà, tenir compte de cette chronique avec ces 60 voire 70 années maintenant d'enregistrement des températures. Donc, il y avait eu l'étude dont Thierry a parlé en introduction en 2015, qui avait été menée par Frédéric Serre à la demande du Parc des Volcans, avait pu mettre en évidence déjà des variations de température entre 2 périodes de 30 ans. C'était entre 1950 et 1980 et 1980 et 2010. Vous voyez que sur la première période, on arrivait à 6,9 degrés et sur la deuxième, 7,8 degrés. Donc là, on constatait
pour la première fois sur le massif, qu'effectivement, on avait plus 0,9 degrés entre ces deux périodes de 30 ans, et c'était quelque chose qui est similaire à ce qu'on observe à l'échelle de l'Auvergne. Plus récemment, on a pu, donc, avec le projet NatureAdapt, actualiser un petit peu cette étude-là, notamment avec la tranche d'année 2010-2020. Et là, vous voyez que si on calcule les températures entre 1960 et 1990, puis entre 1990 et 2020, on constate encore une augmentation de notre température et qui est d'autant plus forte. Donc là, on n'en est plus à plus 0,9 degrés, on est à plus 1,2 degrés. Donc on a mis en évidence ici sur le Sancy une accélération du réchauffement climatique qui est cohérente avec ce qu'on constate aussi à l'échelle mondiale. Alors vous allez me dire, et pour demain, comment ça s'annonce? Alors on a la chance quand même, avec, je vous ai parlé du système climatique, de pouvoir essayer de modéliser ça et voir un petit peu ce qui peut nous attendre. Les modélisations du système climatique, elles vont prendre en compte la variabilité du climat, donc ce côté, chaque année, on n'a pas tout à fait la même température, mais aussi c'est en l'état des connaissances actuelles, donc ça amène forcément des incertitudes. On sait que sur certaines composantes du système climatique, on a peut-être moins de données. Et ça dépend aussi fortement des choix de société. Donc, vous avez pu entendre parler de la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, il y a des scénarios qui sont faits par les communautés scientifiques pour pouvoir dresser des projections du climat. Et donc là, je vais vous présenter un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Donc en rouge, vous avez le scénario pessimiste. Donc c'est plutôt en continuant et qui n'est absolument pas de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la planète. Et puis en jaune, vous avez un scénario plutôt optimiste, là, qui vise potentiellement à une neutralité carbone en termes d'émissions d'ici 2050 au moins. Et donc vous voyez que entre ces deux scénarios, on n'a pas tout à fait la même augmentation des températures. Là, je vous ai dressé pour 2050 le constat. On serait à une augmentation qui continuerait à un rythme potentiellement moins élevé d'ici 2050. On aurait plus 0,6 dans le cas optimiste. Et dans le cas pessimiste, on continuerait à avoir une accélération. Donc, on serait plus à 1,2, mais à plus 1,6 degrés. Et si on continue d'ici 2100, vous voyez que les deux scénarios ont tendance aussi à se différencier. On aurait toujours l'augmentation de température, hein, même avec le scénario optimiste, mais qui serait de 1,4 degré d'ici 2100. Et avec le scénario pessimiste, on se retrouverait à plus 4,3 degrés. Alors ça peut paraître rien, mais pour ceux qui connaissent, entre Clermont-Ferrand et le Mont d'Or, la différence de température, elle est seulement de 3,8 degrés annuellement. Donc, on n'a pas du tout le même climat et pourtant, voilà, les températures sont à 3,8 degrés près. Alors, je ne dis pas qu'au Mont d'Or, on va se retrouver avec le climat de Clermont-Ferrand. Il y a d'autres facteurs qui jouent, mais on aurait des températures qui s'approcheraient. Le climat, lui, va dépendre forcément aussi du relief. Vous savez que le massif peut être bien arrosé par les précipitations qui viennent de l'ouest, à l'inverse de Clermont-Ferrand. Là, je vous ai dressé un peu le tableau pour les températures. Donc, on aurait vraiment cette augmentation des températures. Et puis là, je voulais vous présenter un petit peu les autres variables, ce qu'il en est. Pour les précipitations, c'est beaucoup moins marqué. La France se partage un petit peu avec le nord, où on aurait potentiellement une augmentation des précipitations, et le sud, une diminution des précipitations. Et le niveau du Sancy, qui est un petit peu entre les deux, on aurait plutôt une évolution, enfin une stabilité de ces précipitations. Il y a seulement dans le scénario, en tout cas dans ce qu'on a pu mettre en évidence nous, il y a seulement dans le scénario le plus pessimiste, et d'ici 2100, on pourrait avoir une légère baisse. Alors après, c'est vrai que les précipitations ne sont pas toujours réparties de la même façon dans l'année. On constate avec les sécheresses estivales, mais c'est quelque chose qui arrive de temps en temps certaines années et qui n'est pas encore assez marqué pour être mis en évidence statistiquement. Pour d'autres variables, en fait, cette augmentation de température, mais avec une précipitation à même niveau, on se retrouve forcément avec des conséquences importantes, notamment sur l'enneigement, notamment sur les besoins en eau et notamment sur l'assèchement des sols. En fait, donc, avec cette température plus importante, on va avoir forcément moins de précipitations sous forme de neige. Et donc, on constate au Mont d'Or, entre les dernières périodes, deux périodes de 30 ans, on a finalement eu 11 jours de réduction d'enneigement. Donc, vous voyez, on passe de 78 jours à 67 jours en 30 ans pour l'enneigement sur le Mont d'Or. Et c'est quelque chose qui est prévu
de plutôt perdurer et voire augmenter d'ici 2050, d'après les études qu'on peut avoir dans les Alpes notamment. Sur les besoins en eau des plantes, en fait, les plantes à même température, avec une température supérieure, mais avec un même niveau d'apport d'eau, forcément, elles vont plus transpirer et c'est là où elles vont nécessiter plus d'eau. Donc, on va avoir finalement cette augmentation. Par le passé, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais on prévoit pour le futur potentiellement plus 12% pour ces besoins en eau des plantes. Et en conséquence aussi, un assèchement des sols. Par le passé, on était plutôt à 1 mois et demi, 2 mois, plutôt 2 mois pour la période actuelle et 1 mois et demi pour des périodes passées. Et dans le futur, ça serait plutôt de l'ordre de 2 à 4 mois en 2050. Enfin, il y a des variables où on n'a pas forcément assez de recul, notamment le vent. Chastré-Sancy, la station est notamment assez récente et il y a ces données qui sont mesurées, mais on n'a pas encore assez de recul pour dresser un petit peu cet état des lieux du changement climatique. Et à l'échelle de l'Auvergne, pour l'instant, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation d'intensité du vent, ni des tempêtes. Après, les tempêtes sont des événements relativement rares et des fois, c'est peut-être pas évident à mettre en évidence tout de suite sans avoir assez de recul ce changement-là. Et donc après, pour la lutte contre le changement climatique, on a deux notions qui sont importantes, l'atténuation et l'adaptation. Vous avez peut-être déjà entendu parler. On parlait tout à l'heure des gaz à effet de serre, donc il y a l'idée de réduire les gaz à effet de serre pour réduire l'effet du changement climatique, réduire cette augmentation des températures. C'est tout à fait les 2 scénarios, par exemple, que je vous ai présentés. Donc ça, c'est le volet de l'atténuation, qui est très important pour ne pas se retrouver dans un futur avec des températures qui auront beaucoup augmenté, mais on se rend compte que les impacts sont déjà là. Donc il y a aussi la nécessité de s'adapter, et donc nous, le travail sur le Life Nature Adapt et sur la réserve de Chastré-Sancy, c'était dans cette optique-là d'adaptation, en prenant en compte le constat que le climat avait déjà changé. Alors, donc là, justement, je vais vous présenter un petit peu les impacts qu'on a pu relever et qui sont soit de l'observation ponctuelle et également du dire d'acteurs qu'on a pu recueillir et donc que j'ai appelé plutôt du pressenti. Je voulais revenir sur une notion qu'on utilise beaucoup, nous, à la réserve, c'est la notion d'île biogéographique. Là, je vous ai présenté une carte qui présente les différentes altitudes, en fait, qui présentent 2 étages de végétation, comme peuvent le nommer les botanistes. Et donc, vous avez l'étage montagnard qui est en vert sur la carte, qui est situé entre 500 et 1400 mètres d'altitude, et l'étage subalpin qui est en marron-rouge, qui est au-dessus de 1400 mètres d'altitude. Et donc là, vous vous rendez bien compte que les monts du Cantal émergent, le mont d'Or, et on a aussi un petit point pour le Puy-de-Dôme. Ces endroits à plus de 1400 mètres d'altitude sont rares en fait dans le Massif central. Et donc le Sancy et la réserve de Chastré-Sancy et également la réserve de Chaudefour sont un des rares espaces d'altitude où il y a cette altitude supérieure à 1400 mètres. Et forcément, ces altitudes-là engendrent des conditions de vie spécifiques. Donc, on retrouve des faunes, des flores qui sont liées à ces conditions, à un climat plutôt rude, frais et arrosé, très particulier. Donc, quand je vous présente cette évolution des températures, pour essayer de le replacer par rapport à l'étagement altitudinal, puisque c'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence en prenant l'hypothèse que tous les 100 mètres, on perd 0,6 degrés. L'augmentation des températures que je vous ai proposée entre 1951 et 1980, c'est comme si on essayait de retrouver des températures présentes ces années-là à une certaine altitude. On les retrouverait 150 mètres plus haut sur la période 1981-2010. Et pour la période plus récente, les mesures qui ont été faites entre 1991 et 2019, c'est comme si la température qu'on retrouvait là, je vous ai mis le mont Redon à 1580 mètres d'altitude, on les retrouverait plutôt à 1800 mètres, le Pas de l'Âne, pour ceux qui connaissent le massif du Sancy, la plupart d'entre vous. Voilà, c'est comme si la végétation aurait besoin, ou les animaux auraient besoin de remonter en altitude de 220 mètres pour retrouver en moyenne les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions de température, surtout ici. Donc, on s'attend forcément à des conséquences importantes puisque je vous ai parlé de cette île biogéographique, de conditions froides. Et avec cette augmentation des températures, on a forcément une altitude limitée. Le pic de Sancy, c'est 1185 mètres. On peut s'attendre à une disparition, au moins une régression
de plantes et d'animaux endémiques de ce massif-là, qu'on retrouve que à cet endroit-là, et notamment la Jasone crépue d'Auvergne ou la Plomb arverne. Et on s'attend aussi à ce que l'étage du montagnard, celui que je vous ai cité, entre 500 et 1400 mètres d'altitude, cet étage-là remonte. Notamment les ligneux, notamment le hêtre, qu'on peut s'attendre à voir remonter. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que le changement climatique, c'est finalement un changement rapide des conditions de vie sur notre massif. Pour vous dresser un petit peu le bilan des impacts sur les milieux naturels, donc je vous ai parlé de cette idée de montée des températures, de montée en altitude, donc la progression du montagnard, la régression, disparition du subalpin. Il y a deux autres grandes lignes, grands axes un petit peu de ces conséquences du changement climatique. Il y a les conséquences, bien sûr, sur l'eau. Je vous ai parlé de problèmes problèmes de ressources en eau, de besoins qui augmentaient pour les végétaux et d'assèchement des sols. Et donc, la ressource en eau, globalement, va se raréfier et sous toutes ses formes. Donc, on a effectivement la régression de l'enneigement et donc qui pourrait avoir entraîné la régression de milieux liés à la neige. Nous, on suit notamment à la réserve les combes à neige. C'est des milieux très particuliers qui ont l'habitude de connaître un enneigement sur une grande partie de l'année et d'avoir une saison de végétation très courte. Donc, on s'attend à ce qu'ils se réduisent. On peut avoir aussi une poursuite de la régression des tourbières. Les tourbières, il faut savoir qu'elles sont déjà dans une dynamique de régression. C'est la trajectoire classique de cet écosystème-là. Mais le changement climatique, par l'assèchement, par le comblement, peut-être l'arrivée de ligneux, va très certainement accentuer cette dynamique-là. Et puis, des modifications sur les cours d'eau. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai eu peur de vous perdre, je crois que je n'avais plus de batterie. C'est reparti. Donc, le troisième axe, c'est l'augmentation possible de l'érosion et des événements extrêmes. Et on pourrait se diriger sur certaines parties, donc je vous parle aussi de la remontée des ligneux, peut-être à des endroits, une remontée des ligneux qui peut stabiliser le sol, mais à d'autres endroits, là où les ligneux peut-être ne vont pas remonter, avoir un paysage de plus en plus aride, avec un caractère de plus en plus minéral, par l'arrivée de ces événements extrêmes qui peuvent décaper les sols particuliers qu'on a sur le Sancy. Après, sur les espèces, pour préciser un petit peu les impacts, dans les grandes lignes, je vous ai déjà parlé des espèces subalpines, des espèces des tourbières qui vont être potentiellement impactées. Je vous ai mis des petits smileys, c'est un peu caricatural, mais voilà, ça donne déjà un petit peu des idées. On peut s'attendre aussi à une diminution sur l'épicéa. On se rend compte qu'effectivement, les sécheresses répétées sur l'épicéa l'affaiblissent beaucoup et potentiellement l'affaiblissent par rapport à des attaques après derrière de parasites. Vous avez dû entendre parler du scolite qui ravage pas mal de forêts en épicéa. Et on a également un affaiblissement par rapport à des stress mécaniques. Donc, par exemple, les grandes chutes de neige, des chutes de neige importantes peuvent, à la suite de sécheresse, entraîner des dégâts importants dans les peuplements d'épicéa et aussi des autres peuplements locaux. On parle du sapin et du hêtre. L'ONF peut faire des modélisations sur ces essences-là et ils ont montré que potentiellement on serait encore dans des zones tolérantes de conditions de vie propices à ces espèces-là. Mais on peut se demander forcément si les peuplements locaux qu'on a, qui ont toujours été habitués à ces conditions particulières, seront, eux, quand même adaptables. Est-ce qu'ils vont résister quand même à ces changements de conditions? On peut voir aussi sur le massif potentiellement avoir des changements d'espèces qui, c'est pas qu'elles disparaissent, c'est qu'elles vont sur d'autres sites qui seront peut-être, qui répondront mieux à leurs caractéristiques, à leurs conditions de vie. Donc ça, c'est notamment pour les animaux qui sont plus mobiles, hein, les oiseaux. Il y a des espèces d'oiseaux sur la réserve, des oiseaux nicheurs qu'on ne retrouve plus, moins. Ça peut être lié aussi à cette évolution du climat. Et les espèces rares actuelles, en général, finalement, vont être menacées. On a beaucoup d'incertitudes sur est-ce qu'elles vont l'être effectivement, hein, parce que c'est difficile à dire, mais elles pourront être menacées par ces changements de conditions de vie, puisque de base, en étant rares, c'est parce qu'elles sont liées à des caractéristiques, des conditions de vie très particulières. Après, voilà, un des messages aussi, c'est que la nature n'aime pas le vide. Donc, je parle beaucoup d'espèces là pour l'instant qui vont peut-être régresser, mais on a des espèces qui vont progresser forcément. Je vous ai déjà parlé un peu de cette idée de l'espace montagnard et de forêts qui remonteraient en altitude, mais des espèces tout simplement qui aiment la chaleur, dont les conditions étaient trop fraîches avant pour arriver sur le massif, qui peuvent progresser.
On a des observations ponctuelles sur la réserve, notamment peut-être des espèces comme des espèces d'insectes, des libellules, l'agrillon de mercure ou des pompiles, c'est des guêpes qui mangent des araignées. Et il y a des observations ponctuelles, ça ne veut pas encore dire que les espèces font tout leur cycle de vie à ces endroits-là, mais voilà, elles pourront peut-être progresser et arriver sur la réserve. Et quelque chose que j'ai mis là en termes de favorisé par le changement climatique, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, c'est les espèces exotiques envahissantes qui savent profiter en fait des opportunités et qui pourraient être bénéficiaires avec le changement climatique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'on peut avoir des gagnants et des perdants avec le changement climatique. C'est vraiment un changement des conditions de vie et donc potentiellement un changement de la faune et de la flore qu'on a sur le massif. Et on a beaucoup d'incertitudes par rapport à la vitesse de ces changements et leur intensité. Est-ce que finalement, on va avoir plus de perdants que de gagnants? C'est pas dit. On a effectivement plus d'espèces qui sont présentes dans les étages montagnards, alors que dans le subalpin, elles sont en plus petit nombre. Et donc, peut-être que la réserve va héberger davantage encore d'espèces du fait de ces changements-là. Donc, ce n'est pas évident de dire quelle évolution de richesse on aura sur ces milieux-là. Et c'est surtout lié à la vitesse, savoir si les espèces, effectivement, vont pouvoir réussir à coloniser ces milieux ou pas. Et sur la résistance aussi des espèces subalpines, elles peuvent nous surprendre également. Alors, autre chose après le patrimoine naturel qui est très structurant sur notre massif, c'est les activités humaines. Là, je vous ai mis une carte qui n'est pas celle du massif, mais qui est celle de la réserve de Chastré-Sancy. Vous retrouvez des zones, donc, vous avez la réserve dans son ensemble ici, et vous retrouvez un grand nombre d'activités qui se déroulent sur la réserve. Il y a peu d'endroits où on n'a pas une activité humaine qui interagit. Et vous retrouvez surtout sur le bas de la réserve des activités en jaune, en jaune et en vert clair, des activités de pastoralisme, que ça soit plutôt bovin sur ces zones-là. Et puis en violet, des activités, là c'est du pastoralisme ovin plutôt. Et puis en vert, vous avez des activités de sylviculture. Et après, vous retrouvez avec les petits figurés des activités plutôt de loisirs ou de tourisme. Vous avez les 3 stations de ski, le Mont d'Or, Chastré-Sancy et Superbès qui sont représentés. Et avec la ligne de crête, vous avez les 2 téléphériques qui les relient. Donc, c'est des zones où on a une forte fréquentation. Donc, c'est un territoire voilà, qui est très pratiqué, le Sancy, avec ces différentes pratiques humaines, ces différentes activités. Et ces activités aussi vont être impactées par le changement climatique. Donc, nous, ça a été important aussi de faire cette étude en rassemblant aussi des informations sur ces pratiques-là. Et puisqu'elles vont en retour, peut-être par leurs adaptations aussi, impacter à nouveau le patrimoine naturel. Donc, on est allé recueillir un peu les paroles de certains agriculteurs de la réserve. Là, je vous ai mis un petit peu des témoignages. Notamment, ils nous ont parlé que les sécheresses étaient vraiment quelque chose qui avait le plus d'impact pour eux. Et c'est vrai qu'en plus, on est allé les interroger. Il y avait la succession de la sécheresse de 2018 et de 2019 qui était très présente dans les esprits. Et donc voilà, pour vous parler, il y a ce premier impact qui est vraiment, notamment ce qu'on retrouve dans les sécheresses, la diminution de la ressource en herbe et de la ressource en eau. On a aussi un impact avec les vagues de chaleur sur la santé du bétail et puis l'assèchement des sols dont je vous ai déjà un peu parlé. On a des impacts qui peuvent être un peu positifs. C'est notamment une pousse plus précoce de l'herbe. Ça peut arriver effectivement un peu plus bas parce que les agriculteurs de la réserve, ce n'est pas forcément le cas, mais sur d'autres espaces, on peut avoir effectivement une pousse plus précoce et un stock qui peut se faire au printemps. Et puis, on a une qualité de l'herbe qui est parfois, on a un agriculteur de la réserve, ça qui nous en avait parlé, en 2019, début 2019, au printemps, la qualité de l'herbe était vraiment top et ça avait même conduit à une augmentation de sa production de lait, même si après, il avait déploré la sécheresse estivale qui avait impacté. Et il y a, comme pour les milieux naturels, on a aussi pas mal d'incertitudes sur les modifications de la flore aussi. Comment vont répondre les espèces à des sécheresses récurrentes? C'est des questions importantes. Et puis, l'élevage sur le massif est lié aussi à des choix à l'échelle française et à l'échelle européenne, notamment en termes de subventions. Et voilà, c'est des choses qui sont un peu extérieures au changement climatique, mais qui pourront avoir un impact aussi sur ça. Et les choix sociétaux, on parle notamment de la consommation de la viande ou d'avoir une réduction de consommation de la viande ou se tourner vers une consommation plus locale. Les choix sociétaux vont aussi impacter l'avenir de l'élevage à l'herbe sur le massif.
Et c'est des choix sociétaux, là pour le coup, qui sont des effets indirects, voire quasi directs du changement climatique, quand on parle de la consommation de viande notamment. Pour noter quelques pistes d'adaptation que les agriculteurs nous ont mentionnées, il y a des adaptations qui sont vraiment ponctuelles et qui sont vraiment en réponse qui sont en réponse à des aléas climatiques. Et on a notamment, avec la diminution par exemple de la ressource en herbe, une réduction potentielle du cheptel. Tout le monde ne peut pas le faire parce que ça dépend aussi de la flexibilité par rapport aux investissements, par rapport à la structure de l'agriculteur. Une optimisation de l'herbe, alors ça peut être une intensification, ça peut être d'amener du pâturage tournant, ça peut être ce genre de choses-là. Beaucoup se dirigent vers une augmentation potentielle des surfaces, donc ils sont à la recherche de plus grandes surfaces. Au sein de la réserve, ce n'est pas quelque chose qui est permis, mais le sursemis, c'est quelque chose qui peut intéresser des agriculteurs, et notamment, quand je vous disais, on ne sait pas tout à fait comment peuvent répondre les communautés végétales, bah, ça peut être nécessaire à un moment de ramener certaines espèces présentes dans la prairie. Et des choses qu'on a pu observer, nous, sur la réserve, c'est notamment l'affouragement ou amener les tonnes à eau. Ça, c'était vraiment une réponse directe à une sécheresse. Il n'y avait plus d'herbe, donc on ramène des compléments, ou plus d'eau, et donc il faut ramener une tonne à eau directement sur les parcelles. Et il y a des adaptations qui sont un peu plus structurelles, un peu plus dans l'anticipation de futurs impacts, comme la diversification, comme se tourner vers une meilleure valorisation des produits, le circuit court. Voilà pour l'élevage. Maintenant, je vais aborder les loisirs et tourisme. Donc, on a interrogé aussi, là, c'était par des questionnaires Internet, une partie des acteurs du massif, que ce soit station, que ce soit accompagnateur moyenne montagne, que ce soit office du tourisme. Donc, on a eu des retours, notamment sur la question de la neige, qui fait partie des programmes, notamment scolaires, et ça peut être gênant pour les professeurs de ne pas avoir accès à cette thématique sur le massif. Ils vont peut-être se tourner vers les Alpes, d'autres destinations, ou sinon, sur le massif, ça les concentre vraiment sur des zones particulières. Donc, on a ces difficultés vraiment par rapport à la neige. Je vous ai dit, l'enneigement, c'est moins 11 jours dans une saison, c'est 14% en fait en moins dans une saison, donc c'est assez important. Et puis, l'été aussi, on a le pendant d'avoir des difficultés lors des vagues de chaleur. Alors, globalement, sur l'été, sur le massif, les acteurs sont conscients qu'il va y avoir des effets assez positifs aussi pour les activités de plein air en général, avec moins de neige, donc finalement un massif qui est plus facilement accessible, notamment en intersaison, la saison qui peut se rallonger, et puis la fraîcheur relative de cet espace-là d'altitude, quand dans la plaine, on peut avoir des températures qui sont très importantes. Pour les pistes d'adaptation, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont pas très nombreuses pour les activités de neige. La concentration sur les zones praticables, donc c'est vrai que des accompagnateurs nous mentionnaient qu'ils n'allaient plus sur certains massifs parce qu'il y avait trop rarement de la neige, et par contre ils allaient se concentrer davantage dans le cœur du massif du Sancy, ou plus en altitude. Et il y a sur les stations qui se sont orientées aussi sur de la neige artificielle pour maintenir cette activité dans des relatives bonnes conditions. Pour les activités de plein air, là on parle beaucoup de diversification, d'activités 4 saisons, voire même d'activités 4 jours. Vous connaissez un peu le climat du coin, donc ça peut être un jour on peut skier, le lendemain il fait mauvais, on fait autre chose, et puis le surlendemain la neige a pas mal fondu et donc on fait une autre activité qui sera plus de la randonnée pédestre par exemple. Et donc finalement, les accompagnateurs et également les stations, ça leur fait énormément de boulot parce qu'il faut une grosse flexibilité par rapport aux conditions, et potentiellement des fois prévoir plusieurs programmes qui seront choisis s'il y a de la neige ou pas, si les conditions sont réunies ou pas. Donc maintenant, je vais aborder revenir un petit peu plus sur la réserve de Chastres-Sancy, sur ce que nous, on a retiré un petit peu de cette étude-là, après ce constat, et quelles ont été peut-être nos pistes d'adaptation. Donc pour reprendre, je vais repartir déjà aussi peut-être sur les missions d'une réserve naturelle et notamment sa définition. Donc un espace, c'est un espace naturel qui est protégé par rapport à son importance, que ce soit d'un point de vue national ou parfois régional, pour conserver des espèces ou des habitats qui sont menacés, pas forcément directement sur cet espace-là, mais qui peuvent être menacés ailleurs.
Donc, ce n'est pas forcément une réponse directe à des menaces directes sur le territoire, mais ça peut être parce que, par ailleurs, cette espèce est rare. Et la réserve a 3 missions. Une mission de protection, donc de respect notamment de la réglementation qui va être mise en place pour protéger le patrimoine. Il y a des missions de gestion, donc de gérer notamment, là vous voyez des travaux sur les sentiers pour l'accès au massif et pour que la fréquentation n'impacte pas les milieux adjacents aux sentiers. Dans la gestion, il y a aussi tout ce qui est acquisition des connaissances, donc notamment les inventaires pour mieux connaître. Et puis, ça permet aussi de faire découvrir. Donc ça, c'est toutes les missions d'éducation à l'environnement, d'animation. Et parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas, donc il faut aussi faire découvrir ces particularités en faune et en flore du massif. Donc la réserve de Chasserais-Sancy, les raisons de son classement, elles sont au nombre de 3. C'est parce qu'il y a une faune et une flore remarquables, dont je vous ai pas mal parlé déjà, notamment ce qui est l'étage subalpin avec des espèces endémiques qu'on retrouve que sur ce massif-là, ou des sous-espèces endémiques qu'on retrouve que sur ce massif-là. On a l'importance de l'eau, on a beaucoup de cours d'eau, de zones de tourbières, de zones d'eau libre qui sont en altitude, qui sont particulièrement rares, des petites cascades, et donc voilà, l'eau est assez présente sur la réserve et c'était une raison du classement. Et enfin, c'est la géologie unique, en étant un des rares stratovolcans en France, avec notamment le Cantal aussi pour la France métropolitaine, et donc une géologie, des sols très particuliers et des formations géologiques d'intérêt. Et donc, quand on reprend un petit peu ces 3 grandes raisons du classement, si on fait le bilan par rapport au changement climatique, je vous ai dit, la faune et la flore, c'est pas évident, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, il y aura toujours des espèces à protéger, ça c'est indéniable. Pour l'eau, c'est vraiment des impacts très très importants, alors que la réserve et le Sancy est finalement l'ultra-tête de bassin versant de la Dordogne, donc il y a une responsabilité aussi sur la préservation de l'eau pour les territoires situés en aval. Et sur la géologie, c'est aussi un impact relativement neutre. J'ai eu des géologues qui m'ont dit on va peut-être perdre, par l'érosion, on va peut-être perdre certaines structures qui sont visibles actuellement, mais avec une augmentation de l'érosion sur d'autres zones, peut-être qu'on gagnera, on trouvera d'autres affleurements qui seront d'intérêt. Donc, c'était des géologues qui se réjouissaient d'avoir de nouvelles zones à explorer peut-être dans le massif. Et puis, il faut se dire aussi que c'est l'histoire d'une montagne hein, de s'éroder à nouveau. Donc, ce diagnostic NatureAdapt, finalement, nous, il nous a fait nous poser 2 questions à la réserve. C'était déjà, est-il possible d'adapter la gestion pour réduire les effets qu'on diagnostiquait, des effets directs ou indirects du changement climatique? Et puis, finalement, est-ce que le changement climatique, il compromet ou pas les missions qui ont été données à cette réserve? Dans les grandes lignes, les réponses qu'on apporte à ça, c'est qu'effectivement, on constate qu'on a peu de prises pour réduire les effets directs du changement climatique. On ne pourra pas rehausser le Sancy, on ne pourra pas refroidir les crêtes. Et donc, c'est plutôt des efforts sur les effets indirects du changement climatique et sur les autres pressions qu'on peut avoir sur les milieux qu'on pourra agir. Ça nous a aussi donné à voir que c'est une protection d'une nature qui change, qu'on doit mener. On doit être un petit peu les maîtres d'hôtes sur ce lieu et accueillir dans les meilleures conditions possibles la nature en général et potentiellement avoir une nature qui évolue de la façon la plus spontanée possible. Et donc, finalement, ce diagnostic renforce aussi l'intérêt de protéger ces espaces-là. C'est des espaces qui sont victimes des changements climatiques dans le sens où effectivement il y a des changements, ils sont vulnérables, on a des changements qui vont apparaître, mais c'est aussi des zones qui peuvent être d'intérêt pour le territoire, notamment à préserver et pour s'adapter au changement climatique. On parle des zones de tourbières par exemple pour le stockage de carbone, mais aussi pour le stockage de l'eau, c'est vraiment des éponges, elles peuvent restituer au territoire aussi l'eau quand il y a des manques. Et on a aussi cette notion de stockage dans les forêts ou dans les prairies. C'est aussi un réservoir de biodiversité et potentiellement, c'est ce réservoir-là qui peut aider le territoire à s'adapter. Pour vous rendre ça peut-être un petit peu plus concret sur le plan d'adaptation, nous du coup, on a
proposer un plan d'adaptation qui va s'inscrire après dans le plan de gestion de la réserve naturelle, le prochain plan qui est en cours de renouvellement, qui devrait paraître d'ici l'année prochaine. Et le plan de gestion, c'est le document réglementaire de la réserve. Donc, c'était important pour nous aussi que les actions du plan d'adaptation s'inscrivent après dans ce document réglementaire. Donc, on a des actions qui gravitent autour des points que je vous propose là. On a l'idée de sensibiliser, d'accompagner encore davantage peut-être les acteurs locaux. On leur ramène là des infos sur l'évolution des variables climatiques. Et c'est peut-être les accompagner dans des adaptations qui seront à bénéfice mutuel, que ce soit pour les milieux, mais aussi pour leurs activités. Il s'agit aussi de favoriser potentiellement les dynamiques spontanées, d'aller vers plus de libre évolution. C'était déjà une philosophie que la réserve avait, mais fort du constat du changement climatique, c'est quelque chose qui est renforcé. L'idée aussi de surveiller, là, c'est une notion importante aussi pour la réserve, c'est le côté mosaïque de milieu, et donc de surveiller que ça soit au sein de la réserve et à l'extérieur, une connectivité entre les milieux et qui permettent finalement, avec des corridors, le parc des volcans est porteur aussi d'un projet sur les trames vertes et bleues. Voilà, donc la réserve doit à la fois être constituée de différents milieux et à la fois doit permettre de relier les trames qui sont à l'extérieur de la réserve. Il y a la notion aussi de porter en local la voie des milieux naturels. Donc, comme je vous disais, ça renforce l'idée de protéger ces milieux et donc peut-être être plus présent dans certaines instances. Et aussi ce côté d'alerte sur le subalpin, parce qu'on a une responsabilité sur ces espèces-là et on se rend compte qu'elles vont être amenées à régresser, voire disparaître. La réserve de Chasserais-Sancy peut être un observatoire aussi de la disparition de ces espèces et en termes de documentation. Et en documentant vraiment quels sont les facteurs qui amènent à la disparition de ces espèces, ça pourrait aider peut-être d'autres espaces à conserver et à protéger peut-être ces espèces-là particulières. Et enfin, quelque chose qui aussi émerge, c'est tout simplement la réserve va se préparer à une évolution de sa charge de travail, parce que je vous parlais notamment de l'érosion, peut-être d'une augmentation de la fréquentation. C'est des choses qui ont des répercussions sur les missions d'entretien, de surveillance de la réserve. Et donc, voilà, la réserve, ça permet aussi de prendre conscience peut-être de ces évolutions-là. Pour conclure, je vais inviter Thierry à revenir prendre un peu la parole. Je lui ai demandé de vous faire un petit témoignage sur le pourquoi il s'est lancé dans cette démarche-là en tant qu'acteur en fait, acteur et professionnel du massif. Pourquoi il s'est lancé dans cette démarche-là et qu'est-ce qu'il en retient? Voilà, donc j'interviens pour présenter un petit peu ces éléments au titre du personnel de la réserve. Donc, on s'est lancé dans cette démarche il y a maintenant quasiment 3 ans. C'était pas forcément évident et spontané. Donc, c'était surtout lié à des intuitions de l'impact sur la faune et la flore, basées sur les observations quotidiennes, courantes sur la réserve naturelle. Mais pas uniquement sur les impacts faune-flore, aussi sur les pratiques et les activités humaines. On soupçonnait, en discutant avec les agriculteurs en particulier ou avec les gestionnaires des domaines skiables, que les impacts allaient être assez importants à ces niveaux-là, quoi. Donc, au-delà de l'intuition, il nous semblait indispensable de réfléchir sur cette thématique-là et d'essayer le mieux possible d'anticiper. Voilà, et surtout de le faire non pas tout seul dans notre coin, avec un chargé de mission aussi intelligent soit-il, mais de le faire en lien avec les acteurs locaux et les différents pratiquants. Et voilà, donc 2 ans et demi après, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, d'une part, on est tous concernés, en fait, à la fois nous, gestionnaires de réserves naturelles, mais aussi tous les pratiquants et tous les usagers. Déjà, d'une part, par rapport à l'impact de nos activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, évidemment, aussi sur l'adaptation qu'il est nécessaire, quoi. Donc, on est vraiment tous concernés, et là, pour le coup, on est tous ensemble. Et la deuxième chose qu'on retient, en fait, c'est que finalement, les impacts vont être considérables sur du moyen et long terme. Considérables sur les milieux naturels, la faune, la flore, mais sur les pratiques aussi. Je pense en particulier aux agriculteurs ou aux stations de ski, évidemment, quoi. Ce qu'on estime aussi, 2 ans après ces travaux, c'est que les pressions
les activités humaines risquent d'augmenter. Et ça, on tente de l'anticiper, mais ce n'est pas forcément évident. Mais donc, on s'attend vraiment à une augmentation des pressions sur l'espace de la réserve et du coup sur la nature. Ce qu'on retient aussi, c'est que les constats sont assez faciles à évaluer, assez faciles à identifier, mais les adaptations sont nettement moins faciles à trouver, et ce qui nous procure une difficulté à anticiper. Et dans tous les cas, ce n'est pas l'objet de corps particuliers, mais c'est l'objet d'un travail collectif que de réfléchir à ces adaptations. Et nous concernant, nous plus particulièrement, en tant que gestionnaire d'espaces protégés, ça va nous amener à changer un peu notre fusil d'épaule et en particulier à changer de paradigme. Nous avions une vision peut-être un peu fixiste, on va dire, de la conservation du patrimoine naturel, d'espèces particulières avec une valeur patrimoniale forte. Force est de constater qu'avec ces changements climatiques, il va y avoir des évolutions, des changements, et finalement, notre rôle est peut-être plus de continuer à protéger le patrimoine naturel, évidemment, hein, ça c'est pas remis en question, mais ce patrimoine naturel va changer, évidemment. Donc notre rôle est peut-être plus de veiller à assurer la continuité des espaces naturels et à veiller à la conservation d'une nature qui change, patrimoine naturel inclus. Voilà, donc on arrive au terme de la discussion. Je repasse. Présentation. De la discussion. On va commencer la discussion. Oui, voilà, Thierry me repasse la parole, mais ça va bientôt être la parole à vous. En attendant que vous vous lanciez dans les questions, n'hésitez vraiment pas à les poser directement dans le chat. On a Amanda qui va nous proposer après quelques regroupements de vos questions et tout ça pour essayer de répondre au plus grand nombre. Et puis, après, si vous souhaitez aussi prendre la parole directement, n'hésitez pas. Si vous connaissez, en cliquant sur l'onglet réaction, vous pouvez accéder à une petite option qui est lever la main. Et comme ça, on verra que vous souhaitez prendre la parole avec votre vidéo, votre caméra et votre micro directement aussi, n'hésitez pas. Et suivant les questions, je sais que dans la salle virtuelle, il y a certains spécialistes qui connaissent mieux certaines thématiques que nous. Nous, on a finalement, avec ce diagnostic, regroupé des connaissances qui pouvaient être à droite, à gauche. Mais voilà, s'il y a des questions pour lesquelles vous êtes des experts, n'hésitez pas aussi à rebondir et à répondre aussi directement aux autres participants. En attendant, je vais vous lancer tout de suite un petit sondage. Donc, qui va un petit peu voir, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est notre salle virtuelle aujourd'hui après cette présentation. Donc voilà, normalement, je vais lancer le sondage. Ça devrait s'afficher sur votre fenêtre Zoom. Donc, vous pouvez répondre à l'issue de cette présentation dans quel état d'esprit vous êtes. Je vous laisse un peu de temps. Je vois que voilà, il y a déjà 3 personnes qui ont trouvé le sondage. Voilà, vous êtes 16. Donc, on est plus de 60 actuellement dans la salle virtuelle. Je vais essayer aussi, pourquoi pas, d'arrêter mon partage, comme ça. On pourra vous voir tous. Là, vous êtes 41 à avoir répondu. Est-ce que les autres ont bien trouvé le petit sondage? Je vous laisse un petit peu plus de temps. Il y a une grosse tendance qui se dégage, hein, j'anticipe, mais pas encore. Pour l'instant, il n'y a que nous qui voyons les résultats. Voilà, là, vous êtes 46. Je vais peut-être pouvoir le lancer. Attendre un peu. Allez, je mets fin au sondage, je vous lance les résultats. Normalement, ils devraient s'afficher. Donc voilà, vous voyez que vous êtes 59% à être concernés. Effectivement, déjà, vous êtes venus aujourd'hui et encore merci pour ces résultats. À la suite, vous êtes motivés et lucides. En tout cas, il y en a qui sont lucides et il y en a qui sont motivés, donc tant mieux. Vous êtes quand même un peu anxieux.
encore quelques... Alors, on a aussi quelques sceptiques. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si c'est quelque chose de compréhension ou sur du débat. Voilà, n'hésitez pas à préciser sur quoi vous êtes sceptique. On note aussi qu'on a des révoltés, des optimistes et des démunis. Donc, vous avez vu les résultats? Je vous ai partagé les résultats, j'espère que vous les avez vus. Et puis, pour entamer les temps de discussion, je vais laisser Amanda nous rejoindre. Peut-être qu'elle peut mettre sa vidéo et elle nous transmettra, Thierry et moi, on va essayer de répondre à vos questions. Et encore une fois, si dans la salle, vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à intervenir. Amanda, ton micro. Alors, pour commencer, on a eu beaucoup de questions ou de remarques qui tournaient autour de l'eau. Donc, on va peut-être commencer par aborder ce thème. Alors, on avait une première question où la personne voulait savoir comment était mesurée la baisse de la ressource en eau. Je crois qu'il y a eu une réponse dans le chat. Je ne sais pas, Frédéric, si tu souhaites intervenir directement. Je vous ai parlé d'une étude qui avait été menée par Frédéric Serre. Je crois qu'il est là. Il va pouvoir peut-être nous en parler directement. Sur la réserve en soi, il y a une station hydrologique à la Morangie qui a été mise en place, mais elle a été mise en place récemment, donc on n'a pas assez de recul. Par contre, je crois qu'il avait pu suivre des choses sur le débit de la Dordogne, que ce soit à Muralcaire ou à Saint-Sauve. Fred, est-ce que tu veux intervenir directement ? Alors, voilà, il nous parlait qu'effectivement, sur la Dordogne à Saint-Sauve, c'était moins 13% entre les années 1961-90 et les années 90-2020, surtout en été et au printemps. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est que du coup, c'est des résultats sur le débit, donc ça peut être notamment le changement climatique, mais aussi les changements d'usage. En tout cas, ce qu'on constate, c'est quand même une raréfaction de cette ressource en eau. 13%, c'est pas anodin. Et ça pourrait à l'avenir être d'autant plus important. Voilà déjà sur cette première question. Peut-être Thierry, tu vas ajouter des choses. En complément, il y a donc les suivis sont effectués par un réseau au niveau par le ministère, par l'Adréal Auvergne, quoi. Donc il y a un réseau de suivi de stations hydrométriques assez important en fait sur l'ensemble des rivières du territoire auvergnat. Donc ça, voilà, c'est un premier point. Et vous pouvez le consulter d'ailleurs sur Internet. Vous pouvez consulter les résultats de chacune des stations hydrologiques, quoi. Par ailleurs, je vois que la question tourne aussi au niveau des sources. Alors, il y a très peu d'éléments en fait sur les sources. Nous, on a commencé une étude avec un spécialiste, Pierre Goubet, pour le suivi en fait du débit des émergences des sources dans la fontaine salée. Justement, c'est un suivi à long terme pour mesurer l'évolution de ces sources. Mais voilà, les sondes piézométriques ont été posées juste l'année dernière, donc on n'a absolument pas de résultats pour l'instant, en tout cas de résultats scientifiques avec des chiffres validés, quoi. Monsieur Cassier, est-ce que vous souhaitez intervenir ou est-ce que la réponse vous convient? Oui, tout à fait, ouais, j'aimerais bien intervenir. Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est super important parce que moi, sur mon secteur, au niveau de Muralcaire, c'est un secteur assez grand, donc ça va de la Banne d'Ordan jusqu'au Puy-Gros. C'est pour ça que je souhaitais intervenir, parce que ça va un petit peu à l'encontre de ce qui est dit par rapport aux ruisseaux et tout ça. Nous, on suit les sources, donc des sources, on en a à peu près une vingtaine. Et quand je dis on suit, moi j'en fais partie, hein. Je vais avec mon petit seau et mon chronomètre depuis à peu près une vingtaine d'années. Les sources, c'est une de nos richesses, ne bougent absolument pas. C'est-à-dire qu'on a des débits de sources pour nos réseaux d'eau potable. Donc quand je dis les sources, c'est-à-dire qu'on va les mesurer au niveau de la résurgence, que ce soit sur la Banne ou sur le Puy-Gros ou sur le Thonon, tout ce secteur, les sources ne bougent pas. Ça, c'est un phénomène qui est intéressant. Ce sont des sources, ce sont des résurgences très profondes. Et même pas l'an dernier, parce que l'an dernier, il n'y avait pas une véritable sécheresse, mais l'année d'avant,
on a eu une très grosse sécheresse. Les sources, nous, on les suit mensuellement et elles ne bougent pas. Donc ça, c'est pour ça que la discussion elle est intéressante, parce que on parle de sécheresse, mais nos sources ne bougent pas. Enfin, moi, sur Muralcaire, c'est une de mes passions. Je suis les sources depuis plusieurs années et je les fais mesurer aux agents municipaux. Et donc, c'est quand même intéressant de discuter là-dessus. Je suis pas un hydrogéologue, donc c'est quand même vachement intéressant. Parce qu'on a des sources qui ne bougent pas. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de relier ça avec des données qui peuvent être prises en aval et qui signalent une baisse des débits. Ça veut dire qu'on a quand même à un moment une action. Nous, on a des courbes, on a des suivis qu'on peut vous fournir. Et ça, c'est vachement intéressant. Nous, le diagnostic, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ça nous soulignait aussi le besoin peut-être d'augmenter des connaissances dans ce domaine-là, sur les eaux souterraines et tout ça. Pascal Carrère, si tu souhaites intervenir. Oui, bonjour. Oui, par rapport à ça, c'était juste un point de vigilance par rapport aux sources et à tout ce qui est l'hydrogéologie. C'est qu'il faut voir que la réaction, elle n'est pas immédiate et en fin de compte, il y a très peu de connaissances sur l'inertie réelle des systèmes, surtout dans les systèmes volcaniques très filtrants, dans des systèmes karstiques, etc. Et donc, peut-être que l'on peut voir en réponse à une sécheresse, effectivement, pendant une certaine période, de ne pas avoir d'effet, parce que simplement, il y a une capacité tampon du milieu. Et puis, tout d'un coup, il risque d'y avoir une fracture qui va modifier de façon, enfin, on a une rupture et qui risque de modifier de façon extrêmement importante les réseaux hydrographiques profonds et qui vont entraîner des modifications dans les courants d'eau. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est toujours méfiant sur les réponses. Et c'est vrai que après, il y a des interactions, par exemple, sur lesquelles on voit, moi, je suis sur le secteur de Rion et c'est vrai que, par contre, là, on commence à constater donc, sur le nord de la chaîne des puits. Donc, il y a des activités aussi industrielles qui sont liées à ça, mais on commence à constater des modifications assez importantes parce que simplement, avec le temps, il y a eu des modifications sur les nappes profondes qui a modifié les réseaux hydrographiques. Et donc ensuite, les cours d'eau ne suivent plus les mêmes chemins profonds. Et donc là où il y a eu des sources pendant des dizaines d'années, elles peuvent se tarir à un moment donné, simplement parce que les modifications des réseaux hydrographiques vont faire que ça va changer, que ça ressortira ailleurs et que ça va. Et ensuite, une fois que les nouveaux circuits sont construits, c'est pas forcément évident parce qu'on est sur des cycles profonds et c'est pas forcément évident de reconstruire, de ramener. Et voilà. Donc souvent, ce que les collègues hydrogéologues nous disent, c'est qu'ils sont assez prudents sur la méconnaissance des réseaux hydrographiques et ça fait partie de points sur lesquels, justement, s'il y a la possibilité de mettre en place des réseaux de surveillance, c'est vraiment un point important, ne serait-ce que pour savoir à peu près comment ça réagit et les fluctuations qu'on peut avoir. Pascal, tu peux juste te présenter quand même? Ah oui, pardon. Donc, Pascal Carrère, donc moi je suis ingénieur de recherche à INRAE et je suis ingénieur de recherche scientifique au Parc naturel régional du volcan d'Auvergne. Et donc à l'heure actuelle, on travaille justement depuis 2 ans dans le cadre du conseil scientifique du PNR sur les interactions eau-agriculture pour voir et comprendre un petit peu ces phénomènes et pouvoir anticiper avec les collègues du parc sur les dispositifs à mettre en place ou de mettre à disposition des connaissances pour accentuer justement ces suivis. Voilà. Et merci pour la présentation, en tout cas, c'était très pédagogique et je trouve que c'était très intéressant de voir justement le côté multi-usage qui va être un des grands enjeux sur ces… parce que voilà, c'est un usage partagé et avec des intérêts qui sont divers et donc plus on aura de connaissances là-dessus, plus on sera à même de pouvoir construire des solutions un peu durables. Merci Pascal pour ton intervention. Donc on retiendra effectivement que les incertitudes, même si ça ne bouge pas actuellement, peut-être ça va bouger dans 20-30 ans par rapport à des ressources en eau qui sont plus profondes et qu'effectivement, si on a un constat sur les sources et pas le même sur les rivières, il y a peut-être des raisons. Est-ce que c'est les usages? Ça demande effectivement peut-être dans le territoire de creuser cette question-là entre voilà, la végétation qui peut aussi évapotranspirer beaucoup plus, les déprélèvements qui peuvent être différents. On aura, même si les sources sont toujours constantes, potentiellement des impacts pour les usagers et pour les milieux. Amanda, on va peut-être aborder une autre thématique?
Alors, donc, toujours sur le thème de l'eau, on avait une question pour savoir si à la réserve, on travaillait donc, qui a en partie répondu dans la présentation, sur l'anticipation des besoins des agriculteurs par rapport aux évolutions de la ressource en eau. Du coup, notamment, si on fait des suivis flore pour voir l'évolution des milieux agro-pastoraux, et est-ce qu'on travaille avec les éleveurs pour les aider par rapport à cette adaptation nécessaire au changement climatique? Alors, il n'y a pas eu de suivi directement avec les agriculteurs sur leurs parcelles en termes de flore. Il y a eu un état de conservation des pelouses qui avait été fait à un instant dans le premier plan de gestion de la réserve, et ça sera quelque chose à refaire dans le prochain plan de gestion pour voir effectivement s'il y a eu des modifications à ce moment-là. C'était pas tout à fait en lien direct avec les agriculteurs, même si les résultats leur ont été communiqués. Et puis c'était un instant T, c'était une photo, donc ça ne dit rien encore des changements, mais ça viendra. Par contre, sur l'accompagnement et sur les interactions, elles se font tous les jours à la réserve, et il y a aussi un accompagnement sur cette question de l'abreuvement. Notamment pour éviter les impacts sur des zones qui seraient sensibles, on va dire, parce que c'est des zones très souvent où les bêtes vont se regrouper, donc on peut avoir des impacts sur les milieux là, et donc déjà à ce titre-là, la réserve intervenait avec les acteurs, avec les agriculteurs, et ça va être d'autant plus justifié que cette ressource va aussi être compliquée à gérer. Donc il se passe des choses, il y a des choses qui sont faites en commun pour mettre en place notamment des abreuvoirs, pour réfléchir à une meilleure utilisation de l'eau sur les parcelles, et aussi dans l'espace, voilà, pour pas que ça fasse des zones trop érodées notamment, et préserver au mieux les pelouses de la réserve. Et il y a quelqu'un qui se posait la question de si c'était pas contradictoire d'utiliser de faire de la neige artificielle par rapport à la baisse de cette ressource en eau qui est pressentie. Bah, là, ça souligne effectivement ce que disait un peu Thierry, c'est que les vulnérabilités, elles sont à l'échelle de chacun, mais les adaptations seront à l'échelle de tous. Une adaptation pour les stations, ça peut être notamment cette utilisation de l'eau pour faire de la neige artificielle et pour préserver un minimum d'activité sur ces périodes estivales, qui est nécessaire, hein, parce que c'est grâce à cette ressource aussi économique que les stations peuvent faire leur transition. Mais par contre, c'est quelque chose à réfléchir à l'échelle du territoire et avec les autres acteurs, parce que ça peut impacter sur cette diminution de la ressource en eau. Et donc, nous, on a vraiment souligné qu'il y avait potentiellement des conflits d'usage, et chacun ne peut pas tout à fait s'adapter dans son coin. Ça sera vraiment tous ensemble, et Pascal aussi l'a rappelé, voilà, l'adaptation, c'est quelque chose de transversal et qui doit être fait à l'échelle vraiment du territoire. Donc là, la réserve apporte un petit peu sa petite pierre à l'édifice avec ce diagnostic et cette restitution, et on espère que d'autres actions suivront, parce que voilà, les adaptations, les vulnérabilités, on les identifie, mais les adaptations, c'est encore, voilà, ça ne fait que commencer, en tout cas, sur le territoire. Et pour clore cette séquence sur l'eau, il y a une dernière question qui était à propos des proportions des origines des eaux dans le massif. Est-ce qu'on connaît les proportions entre la pluie, la rosée, etc., des eaux qui tombent sur le massif? Ah bah ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément connues, justement, et bah, beaucoup la pluie, beaucoup la neige. Voilà, on avait des rythmes de rivières qui sont pluviomnivales, hein, donc qui ont tendance à avoir des débits plus importants à la fonte des neiges, et qui réagissent aussi directement aux intensités de précipitations intenses. Après, sur les nappes, on a des nappes superficielles sur la réserve, et des nappes plus profondes. Et sur les nappes plus profondes, on a beaucoup moins de connaissances, et c'est quelque chose que justement la réserve a inscrit pour son prochain plan de gestion, de suivre notamment, il y a eu la pose de piézomètres à différents endroits de la réserve pour suivre un peu mieux ces différentes nappes et l'évolution des émergences. Ensuite, on avait une remarque par rapport aux gagnants-perdants parmi les espèces animales et végétales. Donc, tu disais dans la présentation qu'il y avait des gagnants et des perdants, mais au niveau national, on va plutôt vers une disparition du coup de beaucoup d'espèces. Du coup, est-ce que l'évolution n'est pas plutôt négative que positive? Bah, il n'y a déjà pas que le changement climatique qui joue là-dedans.
Nous, bon, voilà, cette restitution, elle parle beaucoup du changement climatique, mais il faut savoir que c'est que la 3e cause de régression de la biodiversité en France. Forcément, la fragmentation des habitats, la destruction des habitats directs est un des grands facteurs de diminution des différentes espèces qu'on peut avoir en France. Des études sur les oiseaux, sur les insectes ont pu le montrer. Là, on a envie de favoriser aussi l'intérêt des espaces naturels protégés parce que notamment, il y a des études qui ont été faites notamment sur les oiseaux pour montrer qu'effectivement, ces populations étaient en meilleur état peut-être des fois dans ces espaces naturels protégés. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, il n'y a pas que le changement climatique dans cette diminution. Et effectivement, après, c'est aussi la question de la vitesse. À l'échelle globale, on peut effectivement avoir des vitesses trop fortes et donc une crise, on en parle, de la crise de la biodiversité, mais ce n'est pas que le changement climatique, c'est aussi les actions directes de l'homme. Et donc cette crise-là, pour replacer ça à l'échelle, quand je dis aussi perdant-gagnant, et sur le côté la nature n'aime pas le vide, si on replace ça à l'ère des temps géologiques, il y a eu des grandes crises et la biodiversité s'en est remise. Ce que je soulignais au début sur le climat a toujours fluctué, c'était vraiment que c'était notre civilisation et notre espèce qui n'avait pas connu d'autres conditions. Et c'est plutôt à ce niveau-là, la nature s'en sortira du changement climatique et de la présence de l'homme sur Terre, ça c'est indéniable. Après, est-ce que l'homme s'en sortira de cette chute de la biodiversité qu'il a créée? C'est pas si évident. Alors, on a ensuite 2 questions plus sur l'élargissement du travail qui a été fait à la réserve et la transmission de ce travail. Donc, est-ce que la démarche qu'on a menée ici va être déployée à plus large échelle sur le territoire du Sancy, voire sur le territoire du parc? Et est-ce qu'on a prévu de faire des documents pédagogiques, de transmettre les données apportées par le diagnostic qu'on a fait à la réserve? Est-ce qu'on a prévu de transmettre tout ça à destination des écoles, des collèges, lycées, etc.? Alors déjà sur le niveau national peut-être, comme l'a dit Thierry, ce projet il dure 5 ans. Il a été initié en 2018, donc il se terminera en 2023. L'idée c'est vraiment que l'ensemble des gestionnaires des espaces naturels protégés puissent être touchés par cette démarche d'adaptation aux enjeux du changement climatique. Il y a eu cette première phase d'expérimentation sur 6 sites en France. Donc il y avait des sites en Haute-Savoie, en Charente, en Alsace, dans les Pyrénées et également dans le Morvan. Après, donc, ces 6 sites ont travaillé donc, à un diagnostic et à un plan d'adaptation chacun de leur côté. Ces rapports sont publiés sur la plateforme du projet NatureAdapt. Bien entendu, vous aurez les liens avec la présentation, on pourra vous la mettre à disposition à la suite de cette conférence. La phase d'après, c'est d'essayer de consolider cette démarche qui a été proposée, les outils qui sont associés à cette démarche pour aider les gestionnaires. Et donc, la phase qui va suivre cette année en 2021, c'est que 7 nouveaux sites vont rentrer dans le projet. On a différents statuts, pas que des réserves naturelles, on a des parcs nationaux, parcs naturels régionaux, des zones Natura 2000, des sites qui sont gérés par le conservatoire du littoral ou également par l'OFB. Donc, une diversité de différents statuts de protection de la nature. Également, différents milieux. Il y avait des milieux qui n'étaient pas présents, les milieux souterrains et marins notamment, et aussi la question de sites transfrontaliers. Donc, tout ça va être testé durant cette phase jusqu'en 2022. Et l'idée, ça sera après de déployer la méthode en 2023. Il y aura aussi, pour aider à accompagner les gestionnaires à prendre en main cette question, une formation en ligne. Et de même, il y aura une formation en ligne, un MOOC à destination du grand public pour diffuser ces résultats au niveau national. Donc ça, c'est prévu pour d'ici 2023. C'est un projet qui se déroule sur un temps relativement long, 5 ans. Et pour après revenir peut-être sur le local, l'idée, c'est vraiment nous de faire notamment ce type de restitution pour amener ces informations-là. Donc, encore une fois, le diagnostic et le rapport d'adaptation sont disponibles sur le site du Parc des Volcans.
Ils étaient dans le mail d'inscription. Vous pouviez retrouver notamment un lien qui vous permet de les télécharger. On pourra peut-être le remettre dans la discussion à la suite de la conférence. Et l'idée, c'est qu'on en a profité l'année dernière pour avoir le changement climatique comme thématique de nos animations estivales et d'une exposition aussi qui était présente cet été. Voilà, l'idée, c'est que les résultats percolent dans l'ensemble des activités et missions de la réserve. Donc, ils seront présents dans le discours, en tout cas, et les actions de sensibilisation. Et en plus de cette restitution-là aussi, il y a la prochaine lettre d'info de la réserve vulgarisera encore aussi ces résultats-là. Et c'est la lettre d'info, la JASION, qui est à destination de tous les habitants. Donc, ceux qui sont habitants des communes de la réserve, auront cette JASION dans leur boîte aux lettres. Et elle sera aussi, bien sûr, téléchargeable sur le parc des volcans. Donc, voilà un petit peu les actions. J'espère qu'à mon âge, j'ai à peu près répondu à cette question-là, mais voilà, si je n'ai pas très bien répondu, n'hésitez pas à redire dans le chat ce que vous attendez. Et pour compléter par rapport à la transmission pédagogique au collège et au lycée, si vous souhaitez que la réserve intervienne dans vos classes ou qu'elle vous envoie des documents qui puissent être un peu appropriés pour vos élèves, il ne faut pas hésiter à nous solliciter directement. Surtout que maintenant, vous avez vu Amanda, qui est la responsable animation de la réserve. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et on a une dernière question. Alors peut-être que Thibaut, qui est l'auteur de cette question, peut la poser directement à l'oral pour la préciser. Il nous parle d'aménagements qui devraient être faits par rapport au transport, à l'hébergement, etc. Peut-être que vous pouvez prendre la parole pour nous la poser directement et la préciser. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, du coup, je suis Thibaut, en fait, je suis un photographe amateur de paysages, notamment dans le Sancy, et du coup dans la réserve de Chastres-Sancy. Et en fait, je me demandais, comme on sait que du coup l'Auvergne, c'est un peu, et en particulier ce secteur-là, c'est un peu une région touristique, que ce soit des touristes locaux ou des touristes plus éloignés, on va dire. Et je me demandais, comme c'est une des missions du parc et notamment de la réserve, s'il y allait avoir des aménagements en particulier par rapport à ce projet et à ce constat, du coup. Je ne sais pas si c'est plus clair. Alors, des aménagements directs sur la réserve? Oui. Non. Tout simplement non. Mais après, je ne sais pas si Michel, tu veux aborder peut-être la question d'une aire de bivouac. Ouais, ou alors, ce n'est pas forcément notre échelle d'action au niveau de la réserve. C'est parce qu'une réserve naturelle n'a pas vocation à intervenir de façon prioritaire sur les transports, l'hébergement, la sensibilisation. Donc ça, c'est plutôt, je pense, ça relève plutôt des compétences, donc effectivement du parc des volcans ou de la communauté de communes ou des communes du Sancy, quoi. Donc nous, on peut évidemment les accompagner, leur donner des idées, mais voilà, ça ne relève pas de notre compétence directe, quoi. Hormis pour la sensibilisation, où là, évidemment, on a un rôle, mais que Iris vous a largement développé tout à l'heure. C'est plutôt, du coup, à la deuxième partie, plus par rapport à la sensibilisation, à l'animation. Je pensais, comme vous évoquiez tout à l'heure, avec le CPIE, des partenariats qui se font. Et peut-être élargir un peu plus ces missions-là en particulier, je pense, notamment pendant la saison touristique, où il y a plus de monde qui afflue du coup sur le massif et qui peut éventuellement créer des dommages au niveau du transport avec la pollution des gens qui se dirigent vers le massif et qui peuvent polluer les environs avec leurs déchets, etc. C'était dans ce sens-là du coup. Alors ça, c'est un travail qui était déjà mené, de sensibilisation, de maraudage sur le massif, d'être présent quand il y avait une forte influence. Et c'est là où je mentionnais notamment l'évolution de la charge de travail. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra renforcer. Mais sur l'espace de la réserve, voilà, comme l'a dit Thierry, ce n'est pas forcément vocation à agir sur les transports, l'hébergement. On n'a pas vocation à faire ça. Et puis on n'en a pas en fait, on n'a pas de structure de transport ou d'hébergement sur la réserve. Donc on n'a pas vocation à intervenir dessus, quoi. On avait la chance vendredi d'avoir Luc Stelly, le directeur de l'Office du tourisme du Sancy, qui avait pu nous rejoindre. Là, il aurait pu peut-être répondre. Je sais qu'il y a des choses qui sont en réflexion sur notamment avoir des
des transports en bus pour permettre à des gens d'accéder à des randonnées sans prendre leur voiture, ce genre de choses. Je sais que la question de voitures électriques avait été posée, mais c'était quelque chose qui était très compliqué en termes logistiques et qui n'était pas possible avec les installations actuelles en termes d'électricité dans les communes du massif. Donc, il y a des réflexions qui se font et qui sont portées à une autre échelle que celle de la réserve sur le territoire. On peut citer aussi que le territoire est engagé dans des ateliers du territoire qui ont pour but aussi de restructurer peut-être avec une autre vision le tourisme, notamment avec ce constat du changement climatique. Et il y aura, je pense, cette dynamique-là. Nous, on apporte vraiment notre petite pierre avec ce constat-là, mais il y aura d'autres choses qui pourront être lancées. On a Jean-François Cassier. Vous voulez... Oui, je peux pas parler à la place de Luc, mais je suis président de l'Office de tourisme du Massif. Oui, je confirme, on est en train de travailler là-dessus, sur des navettes, des bus, justement pour réduire un petit peu les trajets des vacanciers en voiture. Voilà, je confirme ce que vous venez de dire, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Voilà. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que mine de rien, du coup, ça influence forcément ce que vous disiez par rapport aux émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Et plus on invite, plus il y a de personnes qui partent, on parle un peu de tourisme de masse, etc. Bon, c'est peut-être pas encore complètement le cas pour l'Auvergne, mais il y a quand même de plus en plus de monde qui arrive. Et du coup, de voir un peu comment suivre cette évolution-là et quel impact il peut y avoir au niveau du massif, du coup. Ouais, tout à fait. Enfin, pour l'été qui arrive, là, je pense que d'après les statistiques que l'on a, ça va être, quand je dis ça va être pire, c'est difficile d'utiliser ce mot-là parce qu'on vit beaucoup du tourisme, mais on s'attend vraiment à un tourisme de masse qui va être grandissant. Et du coup, on est vraiment en train de travailler sur tout ce qui est navette, sur un peu travailler sur les flux, c'est-à-dire au niveau de l'office, on est en train de travailler sur le fait de dispatcher un peu nos touristes. Et c'est pas évident, mais voilà, je vous le confirme, on est vraiment en train de travailler là-dessus. C'est un nouveau phénomène, mais c'est vrai que ça peut être négatif ou positif, mais on s'attend vraiment à un tourisme de masse qui va être très important. Et il faut vraiment qu'on bosse sur les transports. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça marche. Merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est Christophe. Oui, Christophe, oui, on t'entend. Bonjour à tous, ouais, ou bonsoir plutôt. En complément, je peux… Christophe, présente-toi, Christophe. Ouais, Christophe Boivin, je suis responsable, je suis directeur de la station du Mont d'Or. Et bon, donc la présentation est très intéressante et il y a des sujets sur lesquels je suis bien concerné. Et j'aurais pu mettre quelques compléments sur la neige de culture. Bon, la neige de culture, c'est effectivement vrai, on utilise de l'eau, mais l'eau n'est pas gaspillée. Et ce qu'on peut constater assez facilement, c'est que la neige de culture fond beaucoup plus doucement, oui, il faut beaucoup plus de temps pour la fonte de la neige de culture. Ces années, on a pu le constater très facilement. 1,50 m de neige qui a fondu assez facilement à 1200 mètres. Et le peu de neige de culture qu'on avait fait il reste encore quelques plaques. Bon, c'est juste un constat. Mais cette eau n'est pas gaspillée. Alors effectivement, on gaspille de l'énergie, on gaspille de l'électricité pour faire de la neige de culture, mais on ne gaspille pas d'eau. Après, deuxième point sur lequel je voulais mettre un petit complément, quand on parle de flux, de fréquentation, effectivement, la station, là, on est en train de travailler, et surtout la mairie du Mont d'Or est en train de travailler sur un projet de téléporter pour en fait prendre les touristes, les skieurs à la sortie de la station du Mont d'Or et monter tout le monde au niveau de la station avec un téléporté pour justement être un peu plus, pour essayer de limiter au maximum les effets de serre et surtout le CO2, diminuer au maximum la circulation, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de circulation entre la ville et la station. Et on va chercher à minimiser cette circulation. Alors effectivement, Jean-François a bien insisté sur le fait qu'il faut vraiment travailler sur les flux et c'est ça qui va aussi limiter un peu le CO2 sur certaines zones parce que là, on va de plus en plus vers des
des voitures qui sont de plus en plus, qui produisent de plus en plus de CO2 et bon, donc il faut vraiment chercher à réduire ça. Donc le téléporté peut être une solution. Actuellement, ces solutions-là, elles sont regardées un peu partout en Europe et il y a plein de projets en France, en Autriche, en Suisse. Bon, ça a été une époque, il y a eu déjà du téléporté qui a été mis en place, surtout en Autriche, un peu en Suisse, et maintenant ça commence à venir en France. Bon, c'est des projets qui sont très coûteux, hein. Il faut entre 15 et 20 millions d'euros pour faire un téléporté entre la station, entre le Mont d'Or et la station. Et bon, voilà. Donc je voulais donner quelques précisions parce que bon, ce projet il est pas mal avancé. Bon, il reste maintenant le côté financier, mais au niveau technique, c'est assez avancé. Et donc, l'objectif, ça serait de minimiser vraiment la circulation et qu'il y ait uniquement quelques camions qui puissent accéder à la station pour faire les appros et les quelques résidents qui sont entre la station et le Mont d'Or, qui puissent remonter, mais c'est un peu tout. Voilà. Est-ce que j'ai été assez clair? Ouais. Oui, merci. Merci, Christophe. Oui, merci, Christophe, pour tes compléments. Je termine juste, du coup, après, je coupe mon micro. Moi, je sais que j'étais en vacances l'hiver dernier, au moment où il y avait eu, on disait à peu près, que je crois que si je ne dis pas de bêtises, quasiment 1 mètre, 90 cm, 1 mètre de neige cette année, il me semble, au Mont d'Or. Et du coup, j'étais allé dans un gîte du côté de Besse-Sainte-Anaise, vers la station. Et j'avais trouvé qu'il y avait dans les locaux communs du gîte, il y avait des petites notices, des petites plaquettes d'information sous forme de panneaux d'affichage et qui expliquaient un peu aux personnes qui étaient dans le gîte comment fonctionnait le cycle de l'eau, le cycle de la montagne et qui était propre à l'endroit où il se trouvait le gîte, donc là en l'occurrence sur la commune de Besse. Mais je trouvais que c'était assez intéressant pour sensibiliser les personnes, quoi. C'est effectivement une initiative intéressante à relayer peut-être sur les hébergements du Sancy en général. Amanda, tu as une autre question à nous délivrer? Oui, alors il ne nous reste plus que 5 minutes, donc on va prendre une dernière question et peut-être qu'on pourra passer la parole après à Michel Pavu, le maire de Chastret, si jamais il a une remarque ou question à nous poser rapidement. Donc très rapidement pour cette dernière question, on nous demandait à quoi était lié le très fort tourisme qu'on a dans la région et pourquoi on pressentait qu'il risquait d'augmenter à l'avenir. Peut-être plus que précédemment. Alors, sur les aspects touristiques, en fait, alors, au niveau local, sur la réserve, donc, on peut parler d'un tourisme très important, même de masse, hein, on va dire historiquement, hein, puisque dès la création de la réserve, donc en 2007, on estimait à environ 150 000, peut-être même jusqu'à 200 000 personnes qui visitaient les crêtes, quoi. Donc, avec ces chiffres-là, je pense qu'on peut déjà parler d'un tourisme de masse, quoi. Après, ce tourisme important estival, il est lié, soyons directs, hein, au fonctionnement des téléphériques, hein, qui permettent un accès facile aux crêtes. Et bon, c'est une bonne chose pour le développement socio-économique. Donc ça, on le remet pas du tout en cause, quoi. Et après, donc cette fréquentation importante, elle est aussi liée à une politique dynamique de l'Office du tourisme et de la communauté de communes, en particulier, mais aussi aux offices de tourisme départementaux et régionaux. Voilà, donc ça, c'est un peu le contexte, le cadre général. Après, sur l'augmentation à venir qu'on a rapidement qu'on a abordé, c'est lié à la crise sanitaire et au confinement, déconfinement. Donc, l'année dernière, donc en 2020, on a des éco-compteurs, hein, sur le terrain et on a une présence sur le terrain qui nous permet d'avoir un suivi assez attentif de la fréquentation. Donc l'année dernière, suite au déconfinement, confinement puis déconfinement, c'est plus 30% d'augmentation de la fréquentation sur les crêtes. Donc en 2020, sur la période estivale, de mai à octobre, on a allègrement dépassé les 200 et on pense même à 250 000 personnes, hein, sur les crêtes. Donc là, voilà, pour 2020. Et 2021 étant un petit peu dans la même logique de confinement, déconfinement,
On s'attend, mais comme l'Office du tourisme et un peu comme tout le monde ici, à la suite de ces confinements-là et au déconfinement et à la période estivale, on s'attend à nouveau à une fréquentation hyper importante, quoi. Donc, on bénéficie de l'expérience de l'année dernière pour un peu mieux s'organiser et pour assurer un accueil de qualité, une surveillance de qualité sur le terrain. Et en plus, on a des fonds en fait, que l'État nous donne un petit peu en plus cette année, qui nous permettra d'avoir plus de gardes animateurs sur le terrain pour un accueil sur le terrain plus important et avec une sensibilisation au bon comportement encore plus important, puisqu'on aura 2 postes de garde animateurs saisonniers en plus cette année sur la réserve de Chastret et 2 sur celle de Chaudefour. Voilà, je pense avoir donné pas mal d'éléments de réponse à cette question. Si quelqu'un d'autre veut intervenir. Michel, peut-être que tu as une dernière question en 30 secondes, une remarque par rapport au travail qui a été fait sur la réserve, si tu veux prendre la parole. Ton micro, Michel. Micro et caméra, Michel. C'est bon? Oui, vas-y. C'est bon. Non, je n'ai pas d'autre chose question à poser. Je dirais que cette visio, je l'ai trouvée très intéressante. Je crois que ça nous amène à réfléchir. On voit bien que, je dirais qu'au fil du temps, on a notre climat qui est en train de se réchauffer. On a l'eau, ça va devenir, je crois, quelque chose qu'il va falloir y réfléchir, il va falloir faire attention à tout ça. Contrairement à mon collègue et ami, la maire de Muraker, nous, l'été, les sources, que ce soit des sources ou les sources d'eau potable, elles ont tendance à baisser. Je vois, on a un château d'eau avec un trop-plein. Et il y a des périodes, là, au mois d'août, début septembre, et ben, on a le trop-plein qui ne coule plus. Alors, je veux dire, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est côté ouest, on est peut-être plus concerné par la chaleur, par la sécheresse. Et je remarque aussi que ça fait depuis quelques années, du côté de l'accueil Rochefort-Montagne, ils ont tendance à prendre un peu plus d'orage, même s'ils sont un petit peu de pluie, que nous sur ce côté ouest. Mais moi, je confirme que nous, on a l'eau et notamment même les sources de la commune, elles ont tendance un petit peu à baisser quand on est la deuxième quinzaine d'août, début septembre. Et je rappellerai aussi que j'ai des collègues maires des communes voisines, notamment Saint-Genès, ils ont des gros soucis en alimentation en eau potable, je dirais, au mois d'août. Autrement, sinon, non, j'avais rien d'autre à rapporter ou de question. En tout cas, je vous remercie beaucoup et j'ai trouvé que cette vidéo elle était très intéressante. Merci Michel. Du coup, je pense que ça va être temps de se quitter. Les visiteurs, ils sont bienvenus, bien sûr. Pardon? Oui, juste pour préciser que les visiteurs sont bien sûr bienvenus, y compris sur le territoire de la réserve. S'il y avait une ambiguïté, je préfère la lever. Et d'ailleurs, vous pouvez passer à la maison de la réserve dans le bourg de Chastret, nous dire bonjour et venir chercher plus d'infos si vous êtes demandeur, que ce soit sur les milieux comme sur le changement climatique. Vous retrouverez plus d'infos du projet Nature Adapt en général sur la plateforme. Vous avez les diagnostics et les plans d'adaptation qui sont disponibles. On vous mettra en lien la présentation. Sachez aussi que les visioconférences étaient enregistrées, donc elles pourront être rediffusées et partagées à l'occasion. Et voilà, et encore une fois, merci à tous d'être venus, d'avoir échangé avec nous. Et on vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous croiser sur les chemins de la réserve.